Bienvenue sur Beyond Boundaries, une plateforme dédiée à amplifier les voix féminines sur les affaires globales et le leadership inclusif en Afrique. Je suis Madeleine Mkunu, je suis la présidente de Leading Women of Africa, une plateforme sociale basée au Cap en Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous avons un débat essentiel qui est basé sur la démocratie en Afrique francophone. Et aujourd'hui, nous allons un peu explorer la Côte d'Ivoire et le Cameroun, deux pays qui semblent être démocratiques, mais dont nous ne voyons pas les principes démocratiques être respectés. Et alors, nous avons notre invité du jour aujourd'hui. Nous avons Monsieur John Mkono qui va nous parler. Il est expert, il a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'expérience sur la géopolitique et nous allons un peu engager pour voir dans quelle mesure nous pouvons essayer d'analyser la situation dans ces deux pays-là. Nous avons vu le régime Paul Biya et le régime Ouattara. Paul Biya, c'est depuis 1982 qu'il est au pouvoir et il a 92 ans. Et nous avons Ouattara qui est au pouvoir depuis 2010 et il a 83 ans. Est-ce que les systèmes démocratiques permet, ou le principe, parlons même du principe, est-ce que le principe démocratique permet au président de s'éterniser au pouvoir? C'est ce que nous allons explorer ce soir avec Monsieur John. Bienvenue, Monsieur John. Bienvenue, merci beaucoup, Madame Madeleine. C'est un plaisir pour moi de vous joindre ce jour dans votre plateau. Et je salue tous ceux qui vous suivent de partout au monde et surtout beaucoup plus dans l'Afrique entière. Merci. Merci et encore bienvenue. Voilà, nous sommes en train de parler aujourd'hui de la politique ou la démocratie dans l'Afrique francophone pratiquement. Et ma première question, je vous sera, le président africain, surtout dans la zone francophone, il semble qu'ils échappent aux limites constitutionnelles de deux mandats, comme nous pouvons voir. Et là, je vous invite précisément pour les deux pays, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Là, nous sommes en train de voir que les limites constitutionnelles ne sont pas respectées. Qu'est-ce qui fait que cela arrive? Oui, merci beaucoup, Madame Madeleine. Votre question est la bienvenue. Lorsque nous essayons d'examiner les problèmes de l'Afrique centrale, et beaucoup plus l'Afrique francophone, et que tout le monde connaît que lorsqu'il s'agit de s'engager dans un processus beaucoup plus démocratique, selon les expectations du peuple africain, beaucoup plus du peuple de l'Afrique centrale, c'est l'Afrique francophone toujours qui pose des problèmes par rapport à la partie anglophile. Et la question de se pérenniser au pouvoir a toujours posé la question, a été toujours au centre des soucis de tout le monde. Alors, qu'est-ce qui fait que dans cette partie de l'Afrique centrale, de l'Afrique francophone, que le président trouve cette habilité de se positionner et de demeurer en pouvoir? La question est très simple, c'est parce que les gens qui le mettent au pouvoir, en réalité, c'est pas le peuple. C'est un système qui a été mis en place évidemment par le système colonial pour protéger les intérêts des impérialistes.
Et lorsque ces gens trouvent que vous êtes un pion et qui obéit à leurs ordres, ils ont intérêt à vous garder. Et c'est dans ces circonstances-là que le mécanisme de briser la Constitution devient tellement facile parce qu'ils ont le support international, le support des pays qui les soutiennent. Et lorsqu'on parle, par exemple, du respect de la Constitution, et c'est le peuple qui en parle et cela devient comme un slogan, mais lorsqu'il faut renforcer les lois par le mécanisme judiciaire, et ce sont ces juges qui sont d'une manière ou d'une autre télécommandés par l'Occident parce que leurs intérêts sont cachés à l'Occident et vous comprendrez qu'ils n'ont qu'un intérêt à obéir cela. Mais il y a aussi d'autres raisons qui font que ils se pérennisent au pouvoir, c'est-à-dire ils ont peur que après avoir passé trop de temps, après avoir échoué dans le processus de bonne gouvernance, après avoir pillé leur nation, après n'avoir pas respecté, par exemple, disons, la loi internationale, violé, par exemple, les droits humains, qu'à la fin de leur mandat, ils vont se retrouver, par exemple, poursuivis par la justice. Et voilà pourquoi ils trouvent une opportunité de se maintenir plutôt que de partir parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils partent, le système qui les remplace peut les poursuivre en justice. Ah oui, non, ça c'est intéressant. Merci, merci pour cela. On parle de la peur de après le mandat, qu'est-ce qui va arriver. Mais toutefois, pour être humain, nous avons Paul Biya qui a 92 ans, si je ne me trompe pas. Nous avons Ouattara qui a 83 ans. Il doit quand même y avoir, bien que nous sommes en train de protéger les intérêts de ceux qui les ont mis là-bas ou protéger les intérêts de leurs maîtres, mais ils doivent quand même avoir un peu de limite. Mais s'il faut parler alors puisque nous parlons de l'Afrique francophone, quel est le rôle de la France dans cette géopolitique du maintien de ce régime? Qu'est-ce que la France gagne? Merci beaucoup. Une fois de plus, c'est une bonne question. Quel est le rôle géopolitique de la France dans le maintien de ce régime? Évidemment, la, la France a beaucoup à gagner là-dedans. Vous voyez, vous comprenez que c'est comme nous disons, les États n'ont que des intérêts. Les États ne fonctionnent que sur les intérêts et que les politiques qui sont conçues ne sont que conçues pour apporter les intérêts. Donc, chaque fois quand vous voyez l'Union européenne euh, propose des politiques de coopération, par exemple, avec l'Afrique, ces politiques, à la fin, visent les intérêts, par exemple, de l'Union européenne. Et en ce qui concerne la France, avec des pays francophones, évidemment, la France voit ses intérêts. Il fait des politiques qui tendent à la protection de ses intérêts. Alors, généralement, disons, quand nous devons parler du rôle du géopolitique de la France, évidemment, parmi ces rôles, inclut des actions de maintien de la paix, des coopérations militaires et une influence diplomatique et économique. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai dit, dans le cadre beaucoup plus des intérêts dont nous voyons la coopération militaire qui implique, par exemple, un investissement, par exemple, dans le cadre militaire. Donc, il y a les équipements militaires, les armes qui sont vendues, et il y a la formation. C'est un processus qui implique beaucoup de millions de dollars ou de billions, par exemple, de francs français. Et puis, lorsqu'on parle, par exemple, aussi de la coopération économique, vous voyez,
Il faut promouvoir les intérêts économiques de la France. C'est en multi-billions, par exemple. Et c'est ça que la France s'engage. Mais son rôle est parfois remis en question et évolue vers une nouvelle stratégie de positionnement dans un monde multipolaire. Donc, vous voyez, la question de se positionner devient quelque chose comme une stratégie, excusez-moi, qui est très impérative. Parce que lorsqu'on voudrait se repositionner, on cherche quoi? Une influence. Vous voyez, on veut une influence sur les pays africains. Et cette influence s'élargit même au niveau, par exemple, du Conseil national de sécurité. Vous voyez, c'est pas pour rien que la France est assise au niveau du Conseil de sécurité, parce qu'on comprend très bien que la France a une grande influence à l'Afrique francophone. Donc, quand vous posez la question, quel est le rôle géopolitique de la France dans le maintien de ce régime? Évidemment, la France veut garder son influence politique au niveau, par exemple, du Conseil national de sécurité, parce qu'ils comprennent que, au-delà de la France comme pays, et la France a aussi une méprise, une mainmise, excusez-moi, dans l'ensemble des pays francophones. Donc, c'est ça qui est très important que ceux qui nous suivent comprennent cela. Merci. Merci, mais là, si nous pouvons bien dire, alors c'est pratiquement le développement de l'Afrique ou même l'avancement même du peuple qui est pratiquement mis en jeu, puisque là, qui bénéficie de ce protectionnisme? Le peuple sûrement ne bénéficie pas et nous pouvons aussi voir, même le pays lui-même ne bénéficie d'aucun développement. Si nous pouvons voir, tous ces deux pays-là ont reçu leur indépendance dans les années 60. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas du tout sûr sur la Côte d'Ivoire, mais je sais au moins pour le Cameroun du moins. Paul Biya était là depuis 1982. Donc, s'il faut compter 82 jusqu'à aujourd'hui, c'est au-delà de 40 ans. Et qui bénéficie? Qui est le bénéficiaire de ce protectionnisme? Oui, évidemment, c'est une fois de plus une question que beaucoup des Africains sont en train de se poser. Euh, vous vous souviendrez très bien que lorsque, même quand on parle des relations bilatérales, évidemment entre des nations, la question a toujours été qui va profiter là-dedans. Vous voyez, chacun cherche à tirer la couverture de son côté, parce qu'à la fin des comptes, on travaille pour le peuple. Et lorsque ce genre de relation existe, il appartient à chaque pays de tirer la couverture de son peuple. Et évidemment, dans ce contexte-là, c'est ça qui fait que beaucoup de pays africains, beaucoup plus dans le cas des pays francophones, il se pose un problème. Pourquoi ce problème-là se pose? Vous vous souviendrez très bien, c'est parce que lorsqu'on n'a pas un bon système qui peut négocier ses intérêts, vous comprenez, avec son partenaire. Évidemment, il y aura une balance en termes, disons, des intérêts. Donc, les pays africains, si vous parlez en général, ils n'ont pas un mécanisme, une expertise mise sur table lorsqu'il s'agit d'entrer dans les mécanismes de négociation des intérêts. Vous voyez, et quand vous n'avez pas des personnes qui comprennent les dynamiques de protection de leur pays, évidemment, ils vont se faire rouler par ceux qui, évidemment, ont un plan bien taillé et qui explique comment est-ce qu'ils veulent très bien bénéficier quand il s'agit de tirer la couverture économique de leur part. C'est comme je dis une fois de plus, les États n'ont que des intérêts. Et au-delà des intérêts, il n'y a pas quelque chose qui soit fraternel. Alors, lorsque que ce soit la Côte d'Ivoire, qui produit par exemple les cacao, ne voit pas les intérêts de son peuple, dans le sens que c'est lui qui produit
le cacao, c'est lui qui doit placer les prix des cacao et à la place donne cette opportunité à la France de le faire. Vous comprendrez que c'est la France qui en profite, vous comprenez? Donc, lorsque le pouvoir de prendre des décisions à l'avantage de votre peuple vous est retiré, alors vous allez maintenant vous soumettre à ce que votre partenaire est en train de demander de faire. Alors, pourquoi cette soumission? Cette soumission vient toujours à l'échange du maintien du pouvoir. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on vous dit qu'écoutez, au lieu de vendre votre cacao à 10 dollars, donnez-nous à 2 dollars en retour, on va vous garder au pouvoir pendant 4 mandats. Alors, c'est dans ce sens-là que vous verrez que beaucoup de chefs d'État africains succombent à ce genre de propositions. Donc, c'est ça que je peux vous expliquer. Pourquoi cela? Évidemment, c'est parce que l'Afrique n'a pas une habitude de préparer une génération de succession au pouvoir. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il n'y a pas une génération de succession au pouvoir, on se contente des mêmes leaders et ils se proclament ou se proclament des leaders à vie. Ils oublient qu'il y a des jeunes. Ils pensent qu'à part eux, personne autre ne peut les toucher. Et c'est là, surtout quand ils ont le support des gens, par exemple, de l'extérieur. Et c'est comme ça que ce mécanisme devient une réalité par rapport à ce que nous sommes en train de voir pour le moment. Voilà comment est-ce que je peux expliquer cela. En tout cas, merci, merci. Vous avez parlé d'un système multipolaire qui est déjà là et que il est temps que l'Afrique puisse en bénéficier, c'est-à-dire si le partenaire traditionnel n'était que l'Occident, maintenant avec la présence d'autres puissances, surtout les puissances du Sud global, donc l'Afrique a beaucoup d'autres options puisque vous avez parlé que les systèmes de protectionnisme, c'est pour dire que pour garantir les pouvoirs, c'est pratiquement un système d'échange. Mais maintenant, dis-moi, est-ce que vous pensez que pour le moment, avec le système multipolaire qui est en place, l'Afrique a vraiment une opportunité ou l'Afrique ou les leaders africains, est-ce qu'ils sont préparés à prendre avantage de ce système qui est là pour dire on ne va plus continuer à se rallier sur un partenaire. Nous avons le choix maintenant. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire pour que nous puissions évidemment éviter de pratiquement, comme on dit en anglais, put all the eggs in one basket. Est-ce que l'Afrique ou les leaders africains sont prêts à prendre cette opportunité? Oui, si je vous ai compris, parce qu'il y a un peu comme des coupures, mais je pense bien lorsqu'il s'agit de confronter un monde bipolaire et qui se profile à l'horizon, c'est une question stratégique pour l'Afrique. Et quand je parle de questions stratégiques, évidemment, je vois l'Afrique en général, que ce soit l'Afrique anglophile ou l'Afrique francophone. Est-ce que l'Afrique est prête pour cela? Généralement, je dirais non. L'idée est que l'Afrique semble être prête pour cela, mais lorsqu'il faut vérifier sur le terrain, vous verrez que l'Afrique n'est pas tellement préparée pour comprendre cela et la réalité d'un monde bipolaire. Pourquoi je dis non? Il faut partir d'abord de base. La base, c'est quoi? La démocratie. Est-ce que le principe de la démocratie est en train de fonctionner en Afrique? Vous voyez? Donc, si ce principe marchait très bien, aujourd'hui, l'Afrique pourrait déjà mis un pas qui soit différent de ce que nous voyons aujourd'hui. Vous comprenez? Qui contrôle ce système? Évidemment, il faut le dire, ce sont les gens qui imposent l'Afrique à un système d'obéissance. Vous voyez? Donc, l'Afrique n'a pas le choix.
Et lorsque l'Afrique veut prendre une position pour se mobiliser pour son autodétermination, on lui impose des sanctions, on l'intimide. Vous comprenez? Et c'est dans ce sens-là que l'Afrique demeure comme quelqu'un qu'on a mis dans une boîte et qui dépend de son maître qui va lui dire quand est-ce qu'il va manger, quand il va marcher. Dans le processus même, il perd son identité. Alors, quand il s'agit, par exemple, du monde bipolaire, il appartient aux pays africains qui sont courageux. Il appartient aux pays africains qui ont une vision. Il appartient aux pays africains qui ont des leaders qui sont déterminés à comprendre que leur pays a maintenant une opportunité de saisir des grands marchés économiques qui se développent à l'horizon, afin qu'ils en profitent et introduisent leur pays pour trouver une expansion des marchés d'opportunités économiques. Vous comprenez? Et cela ne veut pas dire que ils ne vont pas travailler avec leurs partenaires traditionnels, mais c'est juste qu'il y a une ouverture qui est venue, afin qu'ils soient exposés maintenant à un monde qui les offre beaucoup plus d'opportunités qu'avant et qui doivent s'ouvrir pour embrasser cela pour s'extendre. Et ça demande du courage, vous comprenez? Ça demande du courage. Et ça demande une certaine éducation à votre population pour dire, écoutez, avant, on a travaillé avec ces partenaires, voici les pros et les cons, voici les avantages, quels ont été les inconvénients. Maintenant, nous avons une autre opportunité qui se présente. Soyez ouverts, comprenez-nous comme leadership de la décision que nous allons prendre pour embrasser cette direction. Ne soyez pas intimidés. Voyez, n'écoutez pas la propagande, supportez-nous lorsque nous prenons cette décision parce que c'est à votre avantage. Je pense bien que c'est ça qu'il devait faire, une campagne d'éducation. Sans cette campagne d'éducation, bon, nous voyons déjà que beaucoup de pays africains sont déjà imposés à dire ne visitez même pas BRIC, ne parlez même pas avec BRIC. Vous voyez, restez avec nous. Si vous ne restez pas avec nous, il y aura des sanctions. Si vous ne restez pas avec nous, vous allez perdre votre pouvoir. Et c'est dans ce contexte-là que je suis en train de dire que l'Afrique ne semble pas être prête parce qu'elle n'a pas encore répondu à toutes ces questions-là. Voilà le sens que je voudrais dire. Mais il faut encourager, par exemple, les mouvements qui est en train de se passer dans la région du Sahara. Vous voyez? Donc, je vois, par exemple, les pays tels que le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Donc, ce sont ces pays-là qui se disent, écoutez, cette fois-ci, nous voulons que nos pays soient ouverts. Vous voyez, soient ouverts, excusez-moi, aux multidimensionnelles opportunités que l'alternative est en train de nous proposer. Vous voyez, donc c'est ce genre de courage-là que d'autres pays africains doivent avoir, plutôt que de demeurer sans alternative, parce qu'à la fin des comptes, c'est le pays qui va payer le prix. Voilà, c'est dans ce sens-là que je peux t'expliquer. Rentrons au fond du problème. On parle aujourd'hui du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Et comme nous le savons, ils sont en pleine élection. Oui, je pense qu'ils ont fini les élections. Nous attendons les résultats aujourd'hui ou demain. À votre avis, si les deux candidats parvenaient encore à se déclarer gagnants, est-ce que vous pensez que ça sera sage que l'Union européenne ou même la France puisse les endosser? Oui, évidemment, ça c'est une belle question aussi. Et c'est beaucoup plus dans un contexte géopolitique que vous posez cette question-là. Euh, Mon avis personnel,
En tout cas, là, je serai très clair. J'ai déjà visité les deux pays, hein, dans le cadre du travail que je fais, le Cameroun plus de deux fois, la Côte d'Ivoire aussi. Et je comprends les dynamiques, que ce soit politique ou économique, de ces pays-là. Et lorsque nous parlons de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un pays qui représente une puissance économique dans cette partie de l'Afrique. Depuis l'époque du président Houphouët-Boigny, c'est quelqu'un qui a tracé une ligne de démarcation pour placer la Côte d'Ivoire dans cette partie de l'Afrique comme un moteur économique. Vous voyez, et ça avait semblé marcher quand il a laissé en Côte d'Ivoire une image positive. C'est ça que je vois la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, la même chose. Il y a beaucoup de potentialités dans ce pays-là. Et n'oubliez pas que s'il faut parler de leur population, la grande majorité, ce sont des jeunes. Vous voyez. Et lorsque les jeunes ne sont pas trouvables, on ne les voit pas dans le circuit politique, on ne les voit pas dans le circuit de leadership, et qu'on a de vieilles personnes qui les représentent, alors que un pays tel que le Cameroun ou la Côte d'Ivoire a besoin de leaders qui ont l'innovation, qui ont la créativité, vous voyez, qui parlent de nouvelles technologies, de l'information et du développement, parce que la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, ce sont des pays qui ont besoin des innovations, des personnes, un leadership innovatif, créatif. Et c'est comme ça que ces deux pays-là vont retrouver leur potentiel. Mais la France, évidemment, parce qu'il a des intérêts au niveau de ces pays-là, et ces intérêts sont placés à monsieur Paul Biya et monsieur Ouattara, au moment où ils n'ont pas encore trouvé une jeunesse, des jeunes qui peuvent représenter ces intérêts-là, ils n'ont pas de choix, excusez-moi de le dire, que d'endosser cela. Et plus qu'ils vont endosser cela, plus que le monde extérieur va voir que la politique de la France est en train d'échouer. Vous comprenez? Parce qu'à la fin de compte, la France parle de la démocratie. La démocratie a des principes. Vous comprenez? La France parle de respect des constitutions. Alors, on doit respecter la Constitution parce qu'il y a des termes qui sont dans des constitutions, et lorsque ces termes-là sont violés, le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, qui sont des pays francophones, je pense que la France devait se lever pour dire, écoutez, revenez dans l'ordre, laissez la démocratie agir, donner la place à la transparence, à la bonne gouvernance. Ce sont des termes que nous entendons beaucoup au niveau de la France. Mais lorsque cela arrive au niveau de l'Afrique, dans des pays que la France contrôle, et que ces termes-là sont violés, et que la France endosse ce genre de résultats, évidemment, ça ne peut que nuire qu'à la France d'abord, parce que c'est la réputation de la France qui est questionnée dans ce contexte-ci. Je pense que c'est comme ça que moi je vais te répondre. Et qu'en est-il de l'Union africaine, qui doit être le garant de l'Afrique quand même? Puisque si je dois juste Évidemment, compléter la question là, l'Union africaine, c'est ce que nous voyons quand il y a le coup, il y a quand même de coups en Afrique, et il y a des sanctions contre ce pays-là. Et maintenant, là, ce sont des coups militaires. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pratiquement, je peux dire, c'est les coups, on peut dire coups institutionnels ou quoi. Et si, pourquoi deux poids, deux mesures? Hein? S'il y a coup militaire, on condamne, et quand il y a le leader qui brise les principes démocratiques, c'est accepté. Quel est le rôle de l'Union africaine dans ces cas-là? et franchement, il est temps que les jeunes Africains appellent l'Union africaine à l'ordre. Donc, ce n'est plus question de mâcher le mot là-dessus. Si nous aimons l'Afrique, euh, euh, nous devons appeler l'institution qui veut porter
les continents sur son dos alors. Donc, je pense bien que les voix se sont déjà levées de partout de l'Afrique appelant à la restructuration complète de l'Union africaine. Restructuration complète de l'Union africaine. Et pourquoi cela? C'est pour une simple raison que jusque-là, l'Union africaine est financée par l'extérieur. L'Union africaine est financée par des institutions extérieures. Et lorsqu'on est financé par des institutions extérieures, on perd son autonomie. Vous comprenez? L'Union africaine n'est plus crédible, ne sert plus les intérêts des Africains. Parce que lorsque nous voyons que les constitutions sont violées à maintes reprises, lorsque nous voyons que les dictateurs africains continuent à diriger et que le résultat, c'est le chaos, et que le résultat, c'est les violences qui se répètent, les droits de l'homme qui est saboté par les mêmes personnes pendant 30, 40 ou 50 ans et que l'Union africaine ne fait absolument rien, les Africains doivent se poser des questions si cette organisation réellement travaille pour les intérêts des Africains. Je vais vous donner un exemple. Lorsque, par exemple, nous voyons que dans le pays de le Mali ont pris le pouvoir par les armes, vous comprenez, et que l'Union africaine directement intervient en leur donnant une suspension, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que l'Union africaine est en train de viser dans ce contexte-là? Est-ce qu'il s'agit réellement du fait qu'ils ont pris le pouvoir par les armes qui devient un affront à la démocratie alors que la même démocratie permet que les constitutions dans les pays démocratiques soient violées et que l'Union africaine ne fait absolument rien. Vous voyez, donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut poser la question. Alors, la démocratie, certainement, mais une démocratie qui ne produit pas de résultats. Doit-on marcher avec une démocratie bien qu'elle ne produise pas de résultats? Ça, c'est une question que l'Union africaine doit répondre. Mais il appartient à l'Union africaine maintenant de voir qu'est-ce qu'il y a de positif lorsque quelqu'un prend le pouvoir par les armes et le négatif, et qu'est-ce qu'il y a de négatif dans la démocratie et le positif dans la démocratie, essayer de combiner pour voir une méthodologie qui peut servir l'Afrique à se développer. Mais on ne doit pas tout simplement condamner les coups pour aussi ne rien dire lorsque les constitutions sont violées et on voit les dictateurs en train de continuer à faire nuire leur peuple. Je ne pense pas que ça serait une bonne méthode. Et lorsque l'Union africaine ne fait rien pour cela, il est temps qu'on donne un carton rouge à l'Union européenne, à l'Union africaine, parce que cette union ne rend pas service aux pays africains. Donc, il est temps d'appeler à une restructuration totale. Autrement, il faut qu'on trouve une autre alternative parce que jusque-là, l'Union africaine ne sert absolument à rien. Ça, c'est mon point de vue personnel. Trouvons une autre alternative. Existe-t-il des modèles africains qu'on peut adopter? Existe-t-il des modèles? Vous parlez de pays modèles africains qu'on peut D'un suivre? modèle politique Certainement, africain, oui, africain qu'on peut certain, adopter. Y a-t-il des certainement, modèles certainement. euh, qu'on peut adopter à part la démocratie, puisque vous avez parlé de changer de système? Écoutez, la démocratie, c'est un contexte que l'Occident nous a amené. Vous comprenez? C'est un modèle que l'Europe, disons, l'Occident nous a imposé. Mais posez-vous des questions avant que l'Occident arrive en Afrique. Il existait, par exemple, des royaumes, n'est-ce pas ça? Il existait des royaumes. Ces royaumes étaient bien gouvernés selon la tradition africaine. Il y avait la transparence, vous comprenez? Et il y avait une notion, par exemple, d'un leadership bien formé, vous comprenez?
toutes les institutions qui étaient là-bas étaient contrôlées. Il y avait des suivis, il y avait des évaluations. Vous comprenez? Et que le résultat, c'est ce que nous voyons lorsque nous lisons l'histoire. On voit comment est-ce que dans l'ancien temps, il existait des royaumes en Afrique qui étaient bien gouvernés. Donc, c'est pour vous dire que l'Afrique a déjà gouverné. Il y a eu toujours des systèmes qui étaient là-bas et le succès se retrouve même au niveau de l'histoire. Mais dans le cadre présent, nous devons prendre l'exemple de la Chine, par exemple. Vous voyez? Donc, lorsque on voudrait bien établir un système, on doit tenir compte aussi de leur tradition. La tradition joue toujours un rôle pour définir une façon de gouverner. Donc, on doit s'inspirer sur la tradition africaine. Vous voyez, dans la façon de gérer, dans la façon de gouverner, dans la façon de planter des institutions, de contrôler les institutions. Donc, la tradition doit jouer quelque chose de très important là-dedans. On doit tirer des leçons de l'histoire africaine, y compris les blessures du colonialisme, pour construire des modèles de gouvernance africaine qui soient propres et efficaces. Vous voyez, ça c'est le point très important. On doit aussi s'inspirer des systèmes locaux, des modes de pensée africains pour bâtir une administration et une gouvernance qui correspond aux réalités du continent. Vous voyez, donc, on nous parle de la démocratie occidentale, et les réalités occidentales, on voudrait bien les implémenter aux réalités africaines. Évidemment, ça ne va pas marcher, ça ne marchera jamais. Donc, on doit tenir compte du contexte africain et lorsque cela est tenu en compte, l'Afrique va trouver beaucoup plus l'aisance de s'adapter parce que c'est un concept africain. Voilà, en tout cas, merci, Monsieur John, pour la contribution à cette session et à ce programme. Mais allons un peu à une dernière question de ma part. Comme nous le savons, les élections sont en cours pratiquement aujourd'hui, si pas ce soir, demain ou avant la fin de cette semaine, nous aurons le résultat des élections au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Supposons que les deux présidents sont proclamés gagnants. Quel est l'avenir du Cameroun? Quel est l'avenir de la Côte d'Ivoire, selon vous? Une fois de plus, Madame Madeleine, excusez-moi, merci beaucoup pour l'ampleur de la question. C'est comme je vous avais dit auparavant que j'ai déjà visité les deux pays et j'ai beaucoup de respect au peuple de ces deux grands pays. Et c'est comme je dis, les populations de ces pays sont composées de jeunes. Et moi, je comprends que les jeunes Ivoiriens sont créatifs, ils sont intelligents, ils sont innovateurs. Euh, il en est de même des jeunes Camerounais. Alors, lorsque nous voyons l'Afrique ou les pays africains, en l'occurrence le Cameroun, qui est fait de jeunes composés d'une nouvelle génération de jeunes bien équipés intellectuellement, ou que ce soit de la Côte d'Ivoire, être dirigés par les vieux euh, qui vont au-delà des 3 mandats, au-delà des 3 mandats. Cela envoie un message simple à comprendre. C'est une injure à la génération nouvelle. Franchement, c'est une injure à la génération nouvelle. Vous voyez que partout dans le monde, que ce soit le monde politique ou économique ou stratégique, il y a renouvellement, renouvellement. Tout ce qui était ancienne génération est en train de céder place à la nouvelle génération. Pourquoi la nouvelle génération? Parce que c'est eux le futur de demain. C'est eux dont le futur appartient. Ils ont la maîtrise. Ils ont un certain langage du développement. Ils sont le moteur qui conduit le développement. Ils savent comment négocier leur futur.
ils savent comment s'engager en termes de vendre leur pays, en termes de promouvoir leur pays. Ils ont les habilités de négocier une bonne partie des intérêts, alors que quand il s'agit des intérêts stratégiques vis-à-vis des partenaires extérieurs. Et c'est le temps qu'on doit laisser la jeunesse l'opportunité de s'exprimer, de s'organiser, d'implémenter leur vision de leadership. Vous avez vu, par exemple, dans des pays européens actuellement, les premiers ministres qui sont des jeunes femmes d'âge, par exemple, de 30 ans, premiers ministres, vous voyez. Pourquoi? L'Europe a compris que le temps de donner la chance à la jeunesse de diriger est venu, est venu. Et surtout l'Afrique qui a beaucoup de ressources. Vous comprenez? Donc, on doit créer l'espace. Alors, tous ces vieux papas-là, lorsqu'ils ne comprennent pas cela, ils sont en train de rendre un mauvais service d'abord à leur propre fils. Vous voyez, à leur propre fils. Et à la nouvelle génération. Donc, dans la tradition africaine, nous avons appris que les vieux sont ceux qui préparent le chemin de succession pour les jeunes. Ça, c'est notre tradition africaine. Et curieusement que ce soit le président Paul Biya ou Ouattara, ils savent ce que notre tradition dit. Vous comprenez que lorsqu'on commence à vieillir, on prépare une génération de succession pour les jeunes. Mais lorsque cet exemple-là n'est pas appliqué, alors c'est une déception pour le Cameroun, c'est une déception pour la Côte d'Ivoire. Je ne le dis pas pour opposer à la volonté de ceux qui les ont votés, mais je le dis comme un Africain, que notre tradition africaine veut que nous préparions une génération de succession et que nous devons être un rôle modèle de le faire, parce que lorsque nous ne le faisons pas, qui autre va le faire? Vous voyez? Donc, s'il arrive que le président Ouattara gagne son troisième ou quatrième mandat et que le président Paul Biya, qui est arrivé à la fin de son terme, en face de même, c'est une déception pour le Cameroun, que j'aime bien, et pour la Côte d'Ivoire, pour une simple raison que c'est la jeunesse qui souffre, c'est la jeunesse qui est freinée. Et c'est ça que le Cameroun, comme un pays qui a beaucoup de potentialités, ne peut pas réellement vouloir être dans une telle position. Et c'est comme ça aussi que la Côte d'Ivoire n'aimerait pas se retrouver, parce qu'il y a beaucoup, une grande génération de jeunesse qui se sont préparés en conséquence, et lorsqu'ils sont en train de rater ces opportunités, et ils vont se poser la question, à quoi sert l'avenir alors? Donc, je pense bien que c'est dans ce sens-là que je vais envoyer mon message à la jeunesse africaine de réclamer leur place dans l'Afrique qui leur appartient, parce que l'Afrique n'appartient plus aux gens qui ont déjà atteint 70 ans. Vous voyez, la population africaine est jeune, on doit donner la chance aux jeunes Africains de s'exprimer, de tenter leur chance de conduire. Et ça, je dois le dire sans avoir froid aux yeux. Regardons au Burkina Faso. Le président burkinabé à quel âge? Vous comprenez? Mais aujourd'hui, même les gens qui viennent de partout dans le monde, qui veulent voir le Burkina Faso, ils doivent le dire qu'il est en train de donner un bon exemple pour la jeunesse en termes de gouvernance, en termes de défense et protection de l'intégrité territoriale de son pays. Vous comprenez? Le Burkina a vécu des années sombres où nous avons vu des extrémistes faire la guerre à la population. Mais il est venu comme un jeune commandant d'armée et il a remis de l'ordre. Il reprend la richesse de son pays, vous comprenez? Il reconstruit les routes, vous comprenez? Il donne le travail à la jeunesse. L'Afrique n'en parle pas, vous comprenez? Mais il est temps que l'Afrique en parle. Il est en train de démontrer comment l'Afrique, en utilisant sa jeunesse, peut très bien s'en sortir de dynamique politique de nos jours. Alors, lorsque cette jeunesse-là est sacrifiée, je pense bien que c'est l'avenir de l'Afrique qui est sacrifié. Et je ne parle pas tout simplement de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun, mais qu'en est-il de pays tels que la République démocratique du Congo, la République de Congo-Brazzaville, le Soudan où il y a les guerres, partout où il y a les guerres,
Ils doivent comprendre qu'ils doivent donner la chance à la jeunesse qui peuvent résoudre ces problèmes dans le contexte actuel de la jeunesse qui est connectée dans tous les sens. Et qui sait, peut-être de bonnes solutions vont sortir de là. Voilà, c'est comme ça que moi je peux te répondre. Merci, merci, merci tous nos auditeurs. Merci, nous sommes arrivés à la fin du programme d'aujourd'hui. Je pense ma conclusion est bien claire. Si les coups d'État militaires sont dénoncés par la France et l'Union africaine ainsi que les institutions internationales, le coup d'État constitutionnel doivent être dénoncés aussi afin de donner vraiment une transparence au développement de ce continent. Et comme M. John a dit, l'Afrique a besoin de s'unir. Donc, sans l'unité africaine, il nous sera difficile d'aboutir à l'agenda de l'Union africaine de 2163 que nous sommes en train d'envisager. Merci.